Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, la Gazette des communes, c'est plus de 20 ans, bientôt 25 ans d'expérience sur le domaine de la formation professionnelle. Et puis, ce sont plus de 350 programmes de formation avec plus de 1000 sessions programmées chaque année. Alors Lorraine, si vous, voilà, génial. Donc voilà, un organisme bien évidemment certifié Calliope, agréé pour la formation des élus locaux. Et donc vous pouvez aussi retrouver les programmes sur mon compte élu, comme il se doit. Sur la slide qui suit, vous verrez les différentes thématiques sur lesquelles nous faisons de la formation. Le management, la finance, le marketing, les marchés publics, l'action sociale, la formation des élus bien évidemment, l'IA maintenant qui prend une part prépondérante dans notre offre, et puis bien sûr les ressources humaines, sujet pour lequel vous êtes là ce matin pour ce webinaire qui va nous parler de l'accompagnement de vos agents vers une gestion maîtrisée du cumul d'activités. Donc c'est vrai que le cumul d'activités dans la fonction publique territoriale, c'est quelque chose qui est quand même encadré par un cadre légal strict, qui vise à prévenir les conflits d'intérêts, à garantir quand même la disponibilité des agents dans leur mission, et puis à préserver l'éthique du service public. Et pour en parler ce matin, donc nous sommes avec Lorraine Delpo qui anime cette formation à nos côtés, qui est donc formatrice et consultante en ressources humaines, qui est référent déontologue, et puis qui est une ancienne DRH de la ville de Courchevel. Donc c'est elle qui va nous guider ce matin durant ce webinaire. La formation qu'elle anime aura des sessions tout au long de l'année. La prochaine en date étant le 2 juillet, mais vous aurez aussi une session en septembre, une autre en novembre. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez faire des sessions dans votre collectivité en intra-entreprise, nous nous déplaçons, nous venons vers vous à partir de 4 personnes concernées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si tel est le cas. Tout au long de l'intervention de Lorraine, n'hésitez pas non plus à poser vos questions via le petit module point d'interrogation que vous devez avoir sur le menu GoToWebinar, et je les relayerai en fin d'intervention. Je laisse donc la parole à Lorraine. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour vos questions. Merci Laurence. Bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être avec vous pour ce webinaire qui est consacré au cumul d'activités. Donc nous avons environ 45 minutes devant nous. Je vais vous présenter donc brièvement le cadre réglementaire qui est applicable au cumul d'activités et puis également comment aborder une demande de cumul d'activités qui est formulée par un agent. Et puis, on terminera par quelques jurisprudences récentes de tribunaux, cours administratifs d'appel ou conseil d'État. Alors, tout d'abord, vous savez que nous avons un principe d'interdiction de cumuler son emploi public avec une activité privée lucrative. C'est un principe qui est ancien, qui y a 100 ans, qui a été posé par le Conseil d'État en 1926. Alors, pourquoi y a-t-il depuis 100 ans cette interdiction de cumuler son emploi public avec une activité privée lucrative? Pour plusieurs raisons. La première, c'est de se consacrer intégralement à ses fonctions administratives. C'est un principe que l'on retrouve dans le Code général de la fonction publique à l'article L121-3. Autre raison, c'est de servir l'intérêt général à l'exclusion de tout autre, notamment un intérêt particulier, afin d'éviter le conflit d'intérêts. Et puis enfin, pour respecter ses obligations déontologiques, pour agir avec probité, on dit que c'est l'une des obligations principales des agents publics, c'est-à-dire d'agir avec honnêteté et désintéressement
des obligations qui sont rappelées dans le Code général de la fonction publique à l'article L121-1. Alors, bien évidemment, depuis 1926, il y a eu plusieurs assouplissements à ce principe d'interdiction. La création d'une liste d'activités accessoires qui peuvent être exercées par les agents, la situation des agents à temps non complet qui occupent un emploi d'une durée inférieure ou égale à 70% du temps de travail et qui peuvent exercer toute activité à condition d'en informer leur employeur, et puis la possibilité de créer une entreprise, mais sous réserve de travailler à temps partiel. Donc le principe est toujours le principe d'interdiction. Les autorisations sont une exception, donc ça veut dire qu'à partir du moment où un agent demande à exercer une activité en cumul de son emploi public, il doit y avoir un texte qui précise, qui autorise de façon expresse l'exercice de telle activité. Comment traiter une demande? Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un document type dans lequel l'agent va exposer son projet. Quand je dis un document type, c'est également un document unique. À mon sens, ne pas avoir un document pour une demande d'activité accessoire, un autre document pour une demande de temps partiel pour création d'entreprise, c'est pas, à mon sens, à l'agent en fait de connaître les subtilités de la réglementation sur le cumul d'activités, réglementation quand même qui est assez complexe. Mais l'agent expose son projet, transmet son projet à l'employeur, et l'employeur, à la lecture du projet, en fait, voit dans quelle case peut rentrer ce projet. Est-ce que c'est une activité qui est interdite? Est-ce que c'est une activité libre? Est-ce que c'est une activité qui est soumise à déclaration ou à autorisation? Donc, l'agent va exposer son projet, le transmet à l'employeur, et l'employeur va devoir se questionner à 3 niveaux. Premier niveau de questionnement, en termes de légalité. Est-ce que l'activité que l'agent souhaite exercer est une activité qui peut légalement être exercée? Est-ce qu'on a un texte qui va autoriser l'exercice de cette activité? Si la réponse à cette question est oui, deuxième niveau de questionnement, est-ce qu'en exerçant cette activité, l'agent risque de porter atteinte à ses obligations déontologiques? Y a-t-il un risque de conflit d'intérêts? Y a-t-il un risque de gêner le fonctionnement de l'administration, de porter atteinte à l'image de l'administration? Donc, l'employeur va exercer ce qu'on appelle un contrôle déontologique, alors qui n'est pas forcément très facile à exercer, d'autant plus que l'autorité territoriale ne peut saisir le référent déontologue pour avis que lorsqu'il y a une demande de temps partiel pour création d'entreprise. Donc, un agent qui souhaiterait exercer une activité accessoire et qui en demanderait l'autorisation à son employeur, l'employeur ne peut pas se faire aider du référent déontologue. Donc, l'employeur peut être un petit peu isolé dans son contrôle. Ensuite, on considère que l'activité peut être légalement exercée, qu'elle ne pose pas de difficultés particulières en termes de déontologie. Ce n'est pas pour autant que l'agent a un droit à exercer l'activité. L'employeur peut refuser l'exercice de l'activité si l'intérêt du service le justifie. Je prends 2 exemples. L'employeur peut refuser la demande pour insuffisance professionnelle. L'employeur va considérer que l'agent n'est pas suffisamment investi, n'est pas suffisamment impliqué dans ses missions principales, donc l'employeur ne va pas autoriser l'agent à exercer une activité complémentaire. Autre exemple, l'employeur qui peut refuser une demande d'exercice d'activité, c'est pour non-respect
des garanties minimales du temps de travail. L'agent, en exerçant une autre activité, doit respecter les garanties minimales du temps de travail. Donc, c'est toujours intéressant, important, quand une collectivité accepte un cumul d'activités, dans le courrier d'acceptation, de préciser que l'agent doit respecter les garanties minimales du temps de travail et à ce moment-là, rappeler quelles sont les garanties minimales du temps de travail. Et d'ailleurs, il n'y a pas simplement les garanties minimales du temps de travail à respecter, il y a également le nombre de semaines de congés annuels. Parce qu'une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'agent, donc bien évidemment, l'agent va exercer son activité en dehors de ses heures de présence en mairie, par exemple. Est-ce que l'agent peut travailler pendant ses congés annuels? On est soumis à une réglementation qui nous vient de l'Union européenne. On a une directive communautaire qui date de 2003 et qui précise que tout travailleur, donc salarié, agent public, quelle que soit sa qualité, doit avoir 4 semaines de congés annuels dans l'année. Donc, c'est bien aussi de rappeler à l'agent qu'il peut travailler pendant ses congés annuels, mais pas beaucoup. En fait, en France, il y a 5 semaines de congés, donc ça veut dire que l'agent pourrait travailler pendant 1 semaine de congés annuels, mais pas les autres 4 semaines, puisque le principe est que l'agent doit se reposer pendant 4 semaines de l'année. Voilà, donc un document type, s'interroger sur la légalité, bien évidemment, de l'activité, s'interroger ensuite sur la déontologie de l'activité, et puis après, accepter ou refuser la demande. Alors, quelles sont les activités qui peuvent être légalement exercées? Donc, quelles sont les exceptions, en fait, au principe d'interdiction? Donc là, je les ai présentées en 3 blocs. Le premier bloc, les activités qu'on appelle libres, c'est-à-dire une activité qui peut être librement exercée par l'agent sans que l'agent ne demande l'autorisation à son employeur, ni même que l'agent en informe son employeur. C'est une activité qui est librement exercée par l'agent. Alors, nous n'avons pas dans le Code général de la fonction publique un texte qui va lister de façon limitative les différentes activités libres. En fait, elles sont issues de différents textes. Donc là, j'en ai précisé quelques-unes. On a les œuvres de l'esprit, les activités libérales pour le personnel enseignant qui pratique une activité artistique, la gestion du patrimoine personnel et familial. On peut rajouter à la liste le recensement de la population, les vendanges, etc. Alors, je voudrais juste m'arrêter quelques instants sur la notion de gestion du patrimoine personnel et familial et du lien qu'on peut en faire avec l'activité de location de gîtes, de chambres d'hôtes, ou globalement, en fait, un agent qui fait de la location Airbnb. Est-ce qu'on est bien dans la gestion de son patrimoine personnel et familial? On peut considérer que voilà, on achète un bien immobilier, on le met en location, bien évidemment, c'est de la gestion du patrimoine personnel et familial. Mais est-ce qu'à un moment, si on gère des chambres d'hôtes, des gîtes, est-ce qu'à un moment, on ne déborde pas vers une activité commerciale? Donc, on sort du champ de la gestion du patrimoine personnel et familial. Donc, on aborde en fait une activité de type commercial pour laquelle il faudrait demander à travailler à temps partiel. Donc, temps partiel pour création d'entreprise. Et on a par rapport à cette question-là une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Douai qui date du 9 mars 2023. Et donc, en l'espèce, c'est un agent qui gérait des chambres d'hôtes. Et ce que dit le juge, c'est que ce n'est pas de la gestion du patrimoine personnel et familial, c'est une activité commerciale pour laquelle l'agent devait demander à travailler à temps partiel,
puisque l'agent avait une participation, c'est les mots exacts qui sont utilisés dans l'arrêt, l'agent avait une participation active à la gestion de la chambre d'hôte. Et le juge fait même référence en fait aux commentaires qui ont pu être donnés par les différents locataires des chambres d'hôte. Donc pas toujours facile en fait d'établir en fait la frontière entre je gère mon patrimoine personnel et familial, j'ai une maison, je la loue, j'ai un appartement, je le loue, et avec l'activité commerciale qui répond en fait à un autre cadre réglementaire. Voilà, sinon, activité libre, exercée librement, on a plusieurs textes. On a également la profession d'architecte, voilà, donc la loi de 1977 qui gère la profession d'architecte permet à un agent public de cumuler son emploi public avec un emploi d'architecte comme salarié ou comme entrepreneur. Voilà, donc ça c'est premier niveau, enfin premier bloc d'activités qui peuvent être légalement exercées. On a un deuxième bloc d'activités. Ces activités sont soumises à déclaration. Alors, plus d'ailleurs que des activités, c'est plus des catégories d'agents qui sont concernés et qui peuvent exercer une activité sous la réserve d'en informer, de faire la déclaration à leur employeur. Donc, on a deux catégories d'agents qui sont concernés. La première catégorie d'agents, ce sont des personnes qui sont recrutées pour la première fois dans la fonction publique sur un emploi permanent, soit en tant que fonctionnaire stagiaire, soit en tant que contractuel de droit public, peu importe, et qui, au moment de leur recrutement, gèrent une entreprise, sont dirigeants d'une entreprise. La loi, en fait, autorise ces personnes à continuer leur activité de gestion d'entreprise pendant une durée d'1 an, renouvelée aussi pour une année supplémentaire, à condition d'en faire la déclaration, en fait. Donc, il n'y a pas d'autorisation à attendre de l'employeur, c'est une information qui est donnée à l'employeur. Donc, l'esprit, en fait, du texte est de permettre à l'agent de cesser de façon progressive son activité d'entreprise. Et puis, l'autre catégorie d'agents concernés, ce sont les agents à temps non complet qui sont sur un emploi d'une durée inférieure ou égale à 70% du temps de travail. Donc, pour un emploi de 35 heures, 70%, on est à 24h30 par semaine. Donc, les agents qui sont recrutés sur un emploi d'une durée inférieure ou égale, on va prendre 24h30 puisque c'est la durée de travail de la grande majorité des agents, peuvent exercer toute activité, donc une activité de toute nature, en informant leur employeur. Et d'ailleurs, c'est suffisamment rare pour le préciser, l'employeur a une obligation d'information des agents. C'est-à-dire, lorsqu'on recrute un agent à temps non complet sur une durée inférieure ou égale à 70% du temps de travail, l'employeur doit informer l'agent de sa possibilité d'exercer en parallèle toute activité privée lucrative sous réserve d'en faire la déclaration. Voilà, donc premier bloc libre, deuxième bloc déclaration, troisième bloc des activités pour lesquelles il faut une autorisation de l'employeur. Dans ces activités soumises à autorisation, on a donc les activités qu'on appelle accessoires. Alors là, j'ai mis 12 activités accessoires. En fait, dans les 12, il y en a 11 qui sont issues du Code général de la fonction publique. L'article R 123-8 liste de façon limitative les 11 activités accessoires qui peuvent être exercées par les agents. Donc, dans cette liste-là, on a les expertises et les consultations, l'enseignement et la formation,
les travaux de faible importance chez des particuliers, les activités à caractère sportif, culturel et de l'éducation populaire, également la vente de biens qui sont fabriqués personnellement par les agents. On a également aussi les activités d'intérêt général, voilà, pour vous citer celles qui sont le plus demandées par les agents. Ces activités, en fait, peuvent être exercées en tant que salarié. Donc, un agent se fait recruter par une association, par exemple, pour donner des cours ou pour entraîner des footballeurs, par exemple, mais également en tant qu'agent public. Hein. Un agent peut très bien se faire recruter par une autre collectivité locale pour faire de l'animation au centre de loisirs pendant un accroissement temporaire d'activité, hein, dès lors qu'il s'agit d'un emploi non permanent dans la collectivité. Ou alors, l'agent peut aussi créer une auto-entreprise. Hein. Un agent a par exemple un brevet d'État de judo et va créer son auto-entreprise et donner des cours de judo. Donc, la plupart de ces activités peuvent être exercées toutes en tant que salarié, agent public ou en tant qu'auto-entrepreneur. Et ce sont des activités qui peuvent être exercées autant auprès d'une personne privée qu'auprès d'une personne publique. L'autre caractéristique en fait de ces activités, c'est que l'agent peut rester à temps plein. L'agent n'a pas à solliciter de travail à temps partiel. L'agent est sur un emploi à temps complet, par exemple, il peut tout à fait rester à travailler à temps plein. L'autre caractéristique, c'est que l'agent peut exercer l'activité tant que l'autorisation lui est donnée par l'employeur. En fait, il n'y a pas de limitation en termes de temps. Ce n'est pas maximum 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans. C'est tant que l'employeur donne l'autorisation à l'agent peut exercer son activité accessoire. Dans les activités accessoires, donc on a les 11 qui sont prévues par le Code général de la fonction publique et on en a une 12e qui a été créée par un décret du 27 décembre 2022 qui ne figure pas dans le Code général de la fonction publique et qui concerne la conduite de transport scolaire pour faire face à la pénurie de conducteurs de transport scolaire. Et cette activité a été créée à titre expérimental pour une durée de 3 ans. Donc, elle va s'arrêter là à la fin de l'année 2025. Donc, à voir si c'est une activité qui va ou non être pérennisée. Donc, voilà, dans les activités soumises à autorisation, les activités accessoires, et puis on a la demande de travail à temps partiel pour création d'entreprise, donc un temps partiel sur autorisation, donc qui nécessite l'autorisation de l'employeur. Et donc, pour cette activité-là, l'objet social de l'entreprise est libre. On n'a pas de liste limitative en disant on peut créer telle entreprise, une entreprise pour tel domaine d'activité. Donc, globalement, c'est tout objet social. Alors, une fois qu'on a fait le point donc, sur la légalité de l'activité que l'agent souhaite exercer, quelle est la nature du contrôle déontologique que l'on va exercer? En fait, quel est le degré de contrôle déontologique que l'on va exercer? Et donc, ce degré va bien évidemment varier selon le type d'activité. On va comprendre que pour une activité libre que l'on va exercer sans autorisation de son employeur, ni même sans informer son employeur, l'employeur ne peut pas demander à l'agent de l'en informer pour exercer un contrôle déontologique a priori. Donc là, on comprend que s'il y a un contrôle de la part de la collectivité, ce n'est qu'un contrôle a posteriori, parce que la collectivité a été informée que, par exemple, un agent a écrit un livre sur la collectivité. Donc là, la collectivité peut exercer un contrôle déontologique et s'assurer, par exemple, que
que l'agent n'a pas manqué à ses obligations de discrétion et de secret professionnel. Également, elle peut exercer un contrôle, mais a posteriori, si des enseignants de musique, de danse, en fait, donnent des cours particuliers. Également, sur des gestions de gîtes, et il y en a quand même un petit peu, parce qu'il y en a quand même quelques jurisprudences sur cette question. Pour les activités soumises à déclaration, le contrôle va être a priori. Donc, l'agent informe de son activité à réception de l'information de l'agent. L'employeur va exercer un contrôle a priori et un contrôle de compatibilité avec les fonctions exercées. Est-ce que l'activité que l'agent exerce est compatible ou pas avec ce que l'agent fait au niveau de la collectivité. Et puis, on a un degré un peu supérieur pour les activités qui sont soumises à autorisation. Pour les activités accessoires, il faut apprécier si l'activité est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service public, ou s'il y a un risque de prise illégale d'intérêt. Pour ces questions-là, on a une jurisprudence qui est assez fournie de la part de la commission de déontologie. La commission de déontologie qui a précédé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et elle a fourni une jurisprudence assez nombreuse, puisque à l'époque, la réglementation obligeait à la saisine de la commission de déontologie dès lors qu'il y avait un projet de création d'entreprise. Donc, la commission de déontologie a eu quand même à se prononcer un certain nombre de fois. Donc, ça, c'est des choses qui seront bien évidemment développées dans le courant lors de la formation, notamment pour un domaine dans lequel on a pas mal de demandes de la part des agents, c'est dans le domaine du bien-être. Un agent qui souhaite faire de la naturopathie, de l'hypnose, du magnétisme, etc. Comment se positionner en fait par rapport à ces activités. Et on sait que la commission déontologique donc, a établi une jurisprudence sur laquelle se basent les référents déontologues. Et la commission déontologie, si je prends cet exemple concret des activités de bien-être, va considérer que selon la nature thérapeutique ou pas du soin, il y a certaines catégories d'agents qui sont exclus de la possibilité d'exercer en cumul une activité de naturopathie, par exemple, si la personne exerce des fonctions dans la filière médico-sociale ou dans la police municipale ou encore exerce des fonctions d'un niveau supérieur. Sur le temps partiel pour création d'entreprise, possibilité pour l'autorité territoriale de saisir le référent déontologue. Si l'avis du référent déontologue n'a pas permis de lever le doute, possibilité de saisir la haute autorité pour la transparence de la vie publique pour un avis sur la compatibilité avec les fonctions exercées. Donc voilà, pour une présentation très rapide du cadre réglementaire, les activités qui peuvent être légalement exercées, et puis la nature du contrôle déontologique que l'employeur doit exercer. Pour terminer, quelques jurisprudences assez récentes. L'animation de soirées musicales ne relève d'aucune des catégories d'activités accessoires autorisées. Révocation justifiée après mise en demeure de cesser l'activité, quand bien même cette activité n'aurait pas empêché l'agent d'accomplir les missions qui lui étaient confiées. C'est un arrêt récent du Conseil d'État du 10 juillet 2024. Donc, ce que nous dit le juge, c'est qu'un agent qui fait de l'animation de soirées musicales, ça n'entre dans aucune des catégories d'activités accessoires.
c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question de savoir si ça pouvait éventuellement rentrer dans la notion d'activité à caractère culturel. Là, le Conseil d'État nous dit non, ça n'entre pas dans une catégorie d'activité accessoire. En l'espèce, l'agent avait eu un blâme quand son employeur a découvert qu'il faisait de l'animation de soirée musicale et l'a mis en demeure de cesser son activité. L'agent n'a pas cessé son activité, donc décision suivante, sanction de révocation, et nous dit le juge, révocation justifiée. Quand bien même l'activité n'aurait pas empêché l'agent d'accomplir les missions qui lui étaient confiées. Donc ça, c'est un argument qui a été soulevé par l'agent en disant oui, d'accord, j'ai fait de l'animation de soirée musicale, mais en rien, cela ne m'a empêché d'accomplir correctement mon travail. La collectivité n'a pas vu d'impact au niveau de mon activité principale. Argument rejeté par les juges, ce n'est pas une activité qui est régulière. L'agent aurait dû demander à travailler à temps partiel pour créer son entreprise. Autre exemple, une activité pendant un congé de maladie. L'égalité de la décision d'interrompre la rémunération de l'agent en congé de longue maladie et de demander le reversement des sommes perçues. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 9 mars 2023, dont je vous parlais tout à l'heure, sur la gestion des chambres d'hôtes. Donc, on sait qu'une des sanctions pour un agent qui ne respecte pas la réglementation sur le cumul d'activités, il y a les sanctions disciplinaires et il y a également le reversement des sommes perçues. Pour un agent qui est en congé de longue maladie, c'est, je dirais, non seulement le reversement des sommes qui sont perçues, mais c'est aussi la légalité d'interrompre la rémunération de l'agent. Un agent est en congé de longue maladie, et ça marche également pour un agent qui est en accident du travail, puisque c'est prévu expressément par le décret du 30 juillet 87, qui est relatif au congé maladie des agents. La collectivité se rend compte que pendant un congé de longue maladie, un agent exerce une fonction, une activité privée lucrative, il peut, je dirais, du jour au lendemain, interrompre le versement de la rémunération de l'agent et lui demander de reverser tout ce qu'il a perçu dans le cadre de son activité privée, de fait illégale. Donc des conséquences qui sont quand même pas neutres pour les agents. Autre jurisprudence, l'exercice d'une profession libérale découlant de la nature des fonctions n'est soumis à aucune déclaration ou autorisation préalable. Il s'agit d'une activité libre pour laquelle le contrôle déontologique ne peut être qu'à posteriori, un arrêt également récent du Conseil d'État du 24 juillet 2024 et qui a été mentionné au recueil Le Bon. Donc là, en l'espèce, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui avait envoyé une note à l'ensemble des enseignants en disant « Si vous donnez des cours particuliers à côté, vous pouvez, parce que c'est une activité libre, mais vous nous en parlez avant et on fera un contrôle déontologique. » Et donc, le Conseil d'État a dit ben non, a annulé en fait cette note en disant l'employeur n'a pas le droit d'exercer de contrôle déontologique a priori sur une activité libre, puisque par définition, elle est libre. Également, la promotion d'une activité sur le lieu de travail est interdite et proportionnée une sanction d'abaissement d'échelon infligée à un agent qui assure la promotion d'une activité tarifée de magnétisme au sein des locaux communaux. Donc, que l'agent ait ou non, je dirais, l'autorisation d'exercer une activité, l'agent n'a pas le droit d'en faire la promotion sur son lieu de travail. Il ne faut pas qu'il y ait, je dirais, de mélange en fait des genres entre l'activité privée et l'emploi public de l'agent. Donc, pas de promotion des activités privées lucratives sur le lieu de travail.
Et puis, dernier jugement que j'avais relevé, mais il y en a beaucoup en ce moment, une demande d'autorisation de cumul d'activités peut être légalement refusée pour insuffisance professionnelle. Voilà. Donc, pas de cumul possible d'activités en cas de difficulté à accomplir les missions du poste principal. Un jugement du TA de Rennes du 20 septembre 2023. Là, je crois qu'en l'espèce, c'était également un enseignant de l'éducation nationale qui souhaitait exercer une activité en parallèle. Et l'employeur a considéré que l'agent devait peut-être s'impliquer d'abord davantage dans ses missions principales plutôt que d'exercer une activité annexe. Voilà ce que je pouvais vous dire assez rapidement sur la question du cumul d'activités. Donc là, il nous reste quelques minutes pour traiter vos questions. Si je peux y répondre, ça serait avec plaisir. Merci à vous, Lorraine, pour cette intervention très claire, très complète. Bien évidemment, vous en direz beaucoup plus et vous pourrez répondre à toutes les questions lors des sessions que vous animez. Les questions, effectivement, on en a eu beaucoup qui sont très personnelles, si je puis dire, sur des choses très particulières. Donc, je vais ici poser les questions qui vont concerner la plupart, on va dire, de ceux qui nous ont rejoints ce matin. Est-ce que, alors excusez-moi si vous y avez déjà répondu durant votre intervention, mais j'ai eu deux questions sur la possibilité d'un agent de travailler sur ses RTT. D'accord. Oui, pour moi, c'est possible. L'important, c'est de respecter les garanties minimales du temps de travail et d'avoir 4 semaines de congé annuel. Donc, pour moi, les RTT, oui, c'est possible. Oui. C'est possible. Oui, oui. D'accord. J'ai une autre question. Vous avez parlé effectivement les documents que l'agent devait fournir pour avoir une activité accessoire. Est-ce que s'il ne retourne pas ces fameux documents, il y a un recours pour la collectivité? C'est-à-dire, les documents, la demande qui est faite par Les l'agent? documents, voilà, par l'agent pour une activité accessoire et qu'il exerce de fait cette activité, alors que la collectivité n'a pas reçu les documents. Est-ce que la collectivité a un recours pour dire bah, vous ne pouvez pas exercer cette activité, vous ne nous en avez pas informé via les documents légaux que vous étiez censé nous Oui. communiquer? Oui, effectivement. Donc là, on est dans l'hypothèse où un agent exerce une activité sans en avoir Informé informé son légalement, employeur. voilà. Voilà, son employeur s'en rend compte et demande après à l'agent de justifier. L'agent ne justifie pas. Oui, à mon avis, dans ces cas-là, si c'est une activité qui peut être légalement exercée, mais que l'agent ne fait pas la demande, à mon avis, c'est une demande qui doit être refusée et l'employeur est en droit de mettre fin à l'activité, de demander à l'agent de mettre fin à son activité, puisque c'est une activité qui doit être exercée après autorisation de l'employeur. Et il ne peut pas y avoir d'autorisation tacite. L'autorisation, elle doit être expresse. Absolument. Ouais. Et puis bah, peut-être, voilà, on a eu plusieurs questions sur tout ce qui était activité en congé maladie. Donc vous nous avez effectivement en fin d'intervention résumé un petit peu cette activité-là. Mais on a eu deux questions un petit peu parallèles. Est-ce que le cumul d'activités est possible pour quelqu'un qui serait en mi-temps thérapeutique? Et la Oui. seconde question, alors là, oui, c'est une question un petit peu précise auquel vous n'aurez pas forcément la réponse tout de suite, mais voilà, c'était intéressant de la mentionner. Et puis, est-ce que l'interruption de la rémunération s'applique en cas de maladie, entre guillemets, ordinaire? Ah oui, ok. Alors, sur le temps partiel thérapeutique, effectivement,
dans le réseau national des référents déontologues, puisque c'est une question qui est quand même assez régulièrement posée, les réponses qui sont faites, c'est le temps partiel thérapeutique, il est fait pour se reposer. Enfin, forcément, le moment où l'agent ne travaille pas, si l'agent est en temps partiel thérapeutique à 50%, l'agent ne va pas pouvoir exercer une activité privée lucrative sur les 50% non travaillés au sein de la collectivité. Ils sont faits pour se reposer. C'est un temps partiel thérapeutique. Donc, pas d'autorisation. En tout cas, c'est la position aujourd'hui des référents déontologues, c'est non. Pas de possibilité de cumul. Pour l'interruption de la rémunération pour un agent en congé maladie ordinaire, pour moi, la réponse c'est non, puisque le texte le prévoit pour les agents en congé de longue maladie et en cas d'accident du travail, de CITIS, accident du travail et maladie professionnelle. Donc, ne prévoit pas l'interruption de la rémunération pour un agent en maladie ordinaire. Donc là, ça serait plus les sanctions, je dirais, de droit commun sur le reversement des sommes perçues. Voilà, et puis on a eu une dernière question autour de ce sujet sur l'activité au moment d'un congé maternité. Je pense que vous avez donné la réponse. C'est censé être fait pour se reposer. Donc, je pense que voilà, cela s'applique aussi au cas qu'on a évoqué sur le mi-temps thérapeutique. À moins que je ne me trompe. Alors ça, congé maternité, je n'ai jamais eu le cas et c'est un sujet que je n'ai jamais, j'en ai jamais entendu parler en fait au sein du réseau. Ouais. Donc là, oui, il faudrait creuser un peu la question pour un agent qui est en congé famille. En tout cas, il n'y a pas de texte. Oui, pas de texte ou pas de jurisprudence à ce sujet. Pas de texte spécifique et ouais, mais question intéressante, ouais. Super. À creuser. Eh bien, écoutez, si la personne qui a posé cette question vient vous suivre la formation que vous animez le 2 juillet prochain, d'ici là, voilà, ça nous laissera le temps de creuser et peut-être de lui répondre directement. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Lorraine pour voilà, cette intervention précieuse et complète. À bientôt pour un nouveau webinaire Gazette. Vous aurez un replay de cette intervention qui sera disponible dans les prochains jours. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit, un bon après-midi et un très bon week-end par avance. Merci encore Lorraine. À très bientôt. Merci Laurence et merci à tout le monde pour votre présence. Au revoir.